entre deux datant de février 2019, la consommation d'antalgiques opioïdes forts a presque doublé entre 2006 et 2017. Alors, comment en est-on arrivé là? Revenons un peu en arrière, dans les années 80-90. Voici des articles scientifiques internationaux qui encouragent à prescrire des opioïdes, quitte même à minimiser les risques d'addiction. Pour comprendre pourquoi, nous présentons ces documents à un expert indépendant de l'Agence de sécurité du médicament. New England Journal of Medicine, qui est censé être une des références des journaux scientifiques internationaux, n'avait pas forcément toutes les connaissances dans les années 70-80 pour juger objectivement les publications qui étaient une fois de plus focalisées sur l'existence ou non d'une histoire d'addiction et qui n'avaient pas cherché d'autres facteurs de risque. D'après lui, l'objectif à l'époque était d'améliorer la prise en charge de la douleur, sans penser aux effets pervers. Il y a eu effectivement un changement de modèle de prescription en encourageant les médecins à prescrire ces médicaments antalgiques plus largement, dans des indications bien précises, notamment dans le cancer, mais ces indications ont malheureusement été un peu élargies en dehors de l'AMM, en dehors du cancer, et ça commence effectivement à poser des problèmes de pharmacodépendance. Des problèmes et surtout des victimes. Jean-Marie essaye aujourd'hui de s'en sortir. Il suit un traitement de substitution. Bon, ça va? Bah oui et non. Je pense qu'on va peut-être continuer un peu plus longtemps, au moins 4 mg. D'accord. Pour que je puisse être un peu mieux, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup quand vous êtes passé à 2? Bah, ce qui s'est passé, c'est que arrivé le soir, écoute, 18-19 heures, j'étais en manque. Ah oui, d'accord. Tendu, énervé, je tenais pas en place. D'accord. Selon ce spécialiste, pour éviter les dérives, il faut mieux former les médecins et surtout mieux informer les patients. C'est vrai qu'en médecine, on nous apprend beaucoup à mettre en place les traitements, mais on ne nous apprend pas trop à déprescrire et à anticiper un arrêt du traitement. Donc ça change là maintenant dans les facultés de médecine. Je dirais que les nouvelles générations de médecins sont très sensibilisées à ça via la formation initiale. Après, il y a aussi pour les générations un peu plus âgées, la formation continue et donc la nécessité de mettre à jour ses connaissances et de ne jamais oublier que ce type de traitement a des risques. Il faut les connaître et il faut, comme je le disais, informer les patients et surveiller étroitement s'il y a des signes avant-coureurs d'une adaptation cérébrale ou de perte de contrôle de la part du patient. La situation en France est préoccupante. À bientôt. À bientôt, docteur. Au revoir. Au revoir. D'après certains spécialistes, les overdoses seraient désormais plus nombreuses chez les malades que chez les consommateurs de drogue. Alors professeur, on a bien vu comment on peut en arriver là. Alors on a envie de dire comment on peut l'éviter. Il y a eu des éléments qui ont été dits dans le reportage, problème de formation et puis d'information quand même du patient aussi. Oui, les deux. Et ils sont indispensables ces médicaments? Absolument indispensables. Il y a, lorsque je débutais ma carrière, il y avait une très grande réticence à prescrire des opiacés, y compris aux cancéreux, qu'on laissait souffrir de façon intolérable, parce qu'il y avait le risque qu'ils deviennent dépendants. Il y a eu toute une communication, y compris accompagnée par les Américains, de les opioïdes dans la douleur, ça rend pas dépendant. Mais c'est faux factuellement. Oui, c'est faux. Mais ça a été un message à un moment. Ah oui, ça a été un message. Ça a été un message. Médicale. Ce qui explique que les médecins d'un certain âge, comme disait Benjamin Rolland, ont encore en tête que si on donne des opioïdes pour la douleur, il n'y aura pas de dépendance. Et donc, ils font pas forcément assez attention à la surconsommation qui peut s'installer. Pardon, parce que l'idée à ce moment-là, c'est que après des années où on avait sous-traité la douleur, il fallait tout d'un coup prendre en compte absolument cette douleur comme prioritaire. Donc, on a oublié les risques collatéraux. Il fallait traiter la douleur, voilà. Et donc dans la panoplie, les opioïdes, ça marche. Ça, il n'y a aucun doute, c'est peut-être vraisemblablement ce qui marche le mieux. Donc il faut le préserver. Mais après, il faut que les médecins soient informés, suivent les risques, fassent attention à ce que les sujets ne deviennent pas dépendants et soient alertés quand ils surconsomment ou demandent plus ou demandent trop longtemps. Et les patients doivent savoir qu'il y a un risque. Les patients sont les meilleurs juges pour eux-mêmes. On peut jouer sur le dosage peut-être pour réduire ce risque d'addiction. Oui, évidemment. Il y a des dosages plus ou moins forts
d'opiacés. Il y a des opiacés forts, on nous dit, et des opiacés faibles. Le problème, c'est qu'on a enlevé un opiacé faible qui marchait bien parce qu'il était détourné et qu'on se reporte maintenant vers des opiacés plus forts, en particulier le tramadol, l'oxycodone et le fentanyl, qui est surtout utilisé dans les douleurs terminale ou dans les douleurs importantes des cancéreux. C'était ça sa première indication. Elle s'est élargie petit à petit. Et le fentanyl est un produit très puissant. Il y a même des dérivés du fentanyl qu'on appelle le carfentanyl ou d'autres dérivés qui sont extrêmement graves, extrêmement puissants. On considère qu'ils sont plus de 50 fois puissants que l'héroïne. Et ceux-là, ils sont fabriqués de façon illégale. Mais disponible. C'est le marché noir. Voilà, c'est le marché noir. Qu'on trouve sur Internet. Mais ça se mélange. C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, par exemple le Subutex, qui sont détournés et vendus, mais il y a aussi des médicaments prescrits qui sont détournés et vendus, comme ce qu'on disait tout à l'heure, le tramadol ou le fentanyl. Et puis il y a aussi des produits sur Internet qui sont des opiacés, que se procurent les gens devenus dépendants aux médicaments et qui ont besoin de plus. Oui. Tout n'est pas extrêmement tranché. Il n'y a pas d'un côté le bon médicament qu'on trouve à la pharmacie et de l'autre l'horrible opioïde qu'on trouve sur le net. Donc tout ça plaide pour que le médecin soit le mieux informé de tout ce paysage-là. Il y a une prise de conscience ou pas chez les médecins, maintenant ? Oui, maintenant, il y a très nettement une prise de conscience. On a été, les unités antidouleurs qui sont tout à fait spécialisées connaissent ce risque. Les unités antidouleurs forment les praticiens, donc la notion est passée et elle est même passée dans le public puisque vous faites une émission et qu'on en parle. Et c'est très bien parce que il faut vraiment que le public soit informé en même temps que les praticiens. Parallèlement à cela, il y a quand même aussi des travaux, ou plutôt des entreprises de recherche d'alternatives. Marianne Cazot s'est rendue dans un de ces centres où on propose précisément autre chose que ces médicaments qui peuvent être très dangereux. Regardez ce reportage, à tout de suite. Contre la douleur, les opioïdes sont très efficaces. Mais certains patients ne rêvent que d'une chose, s'en débarrasser. Et c'est possible. Exemple dans ce centre spécialisé où les médecins proposent des alternatives pour soulager les souffrances. Merci. Racontez-moi, vous avez mal où ? Moi, c'est tout côté gauche. Alors, de tout le corps ? C'était à ce niveau-là, Vous avez une lésion du plexus. La solution préconisée ici peut paraître surprenante. On injecte un produit qui est initialement pas fait pour traiter la douleur, du Botox. On connaît le produit parce qu'on l'utilise pour paralyser les muscles du visage, à visée esthétique. Nous, le but est totalement différent. On cible pas le muscle, mais on cible la peau. Qu'est-ce que vous faites ? C'est en effet dans la peau que se trouvent des terminaisons nerveuses qui transmettent le message douloureux. Le Botox insensibilise de manière efficace et l'injection n'a lieu qu'une fois tous les 3 mois. Rendez-vous juste avec Mina donc dans 3 mois. Donc la radio c'est juste là, vous allez partir. Un des gros avantages c'est que c'est-à-dire il n'y a pas de nausée, il n'y a pas de vertige, il n'y a pas de somnolence. Donc c'est un des gros avantages par rapport au traitement qu'on peut prendre par la bouche. Mais ici, le Botox n'est qu'une solution parmi d'autres. Derrière ces portes, le centre propose une demi-douzaine d'autres traitements. Oui. Exemple avec la stimulation magnétique transcrânienne. Les ondes agissent sur les neurones pour calmer certaines douleurs neuropathiques. L'objectif est toujours le même ici. Atténuer des maux persistants et difficiles à traiter. Donc la douleur c'est un peu mieux, Oui. mais le moral n'est pas bon. Voilà. D'accord. Éventuellement, ce qu'on peut aussi faire, c'est que vous voyez ici la psychiatre de la structure douleur. Et est-ce que vous faites de la kiné ? Une prise en charge multidisciplinaire est en effet essentielle. Et je la revois. Hein. La douleur s'apaise en mobilisant plusieurs compétences. La douleur chronique, en fait, relève très souvent d'une prise en charge complexe, puisque la douleur chronique elle-même est une pathologie extrêmement complexe et d'origine variée. C'est vraiment en combinant plusieurs approches, dont, je dirais, les mécanismes d'action sont complémentaires, qu'on peut arriver à une amélioration, on va dire, significative. Une méthode qui attire de nombreux patients. Centre de la douleur, bonjour. D'accord, je vais vous expliquer Au la procédure, standard, madame. on croule littéralement sous les demandes de rendez-vous.
Les demandes, on en a pas mal par jour. Elles peuvent arriver par mail, par courrier. Ça peut être en interne de médecin à médecin. On va dire qu'on a une moyenne d'une 30aine de demandes par jour. Résultat, le délai d'attente moyen pour une consultation antidouleur en France serait de 3 mois environ. Ça, c'est toute la masse de rendez-vous qu'on peut avoir qui est en attente. Ça, c'est un seul médecin. Et il y en a un, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On essaye de satisfaire le mieux que l'on puisse en temps et en heure. Mais la charge de travail est assez conséquente au centre de la douleur. Sur le territoire, il existe 72 centres comme celui-ci. Mais dans son guide des bonnes pratiques, la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur affirme que moins de 3% des patients douloureux chroniques bénéficient d'une prise en charge adaptée dans une des structures spécialisées du territoire national. Bref, les moyens manquent. Et pourtant, la douleur chronique est un enjeu de société. Près d'un Français sur 5 est aujourd'hui concerné. Bon alors professeur, c'est formidable, vous les connaissez ces centres. Oui. Ils prennent seulement 3% en charge, c'est rien, mais c'est l'avenir. Oui, ou non? Oui, mais il y a beaucoup d'autres besoins non couverts en médecine, mais la douleur est quelque chose de terrible et il faut aider les gens à ne pas souffrir. Donc ces centres de pointe qui font un travail remarquable, c'est là qu'on aimerait pouvoir être soigné. Alors après, il y a une gradation dans l'intensité de la douleur. Alors à partir de quel moment est-ce qu'il faut passer dans un centre très spécialisé? À partir de quel moment est-ce que ça dépasse les compétences d'un généraliste bien formé? Un petit peu compliqué. Mais manifestement, il y a encore des besoins non couverts. Question importante, pour les personnes dépendantes, déjà dépendantes, le mal est fait. Qu'est-ce qu'on leur propose? Une cure de désintoxication? On leur propose des traitements qui sont ceux qu'on donne aux toxicomanes, comme on les imaginait, des traitements de substitution qui sont moins accrocheurs que ne le sont certains antalgiques opioïdes. Et donc ça permet une décroissance progressive. Par ailleurs, il y a d'autres méthodes que les opioïdes. Par exemple, il y a les cannabinoïdes thérapeutiques qui sont essayés, et puis il y a tout ce qu'on a vu dans le reportage. Cannabis thérapeutique. Oui. Mais pardon, pour les personnes qui sont vraiment au pic de la dépendance, il faut éviter le drame absolu, c'est-à-dire le risque de mort. Là, il y a un antidote. Il y a un antidote On en parlait connu, avant très l'émission, efficace, qui s'appelle la naloxone. Naloxone. C'est un antidote plus fort que l'opiacé, donc ça déplace l'opiacé et ça permet au récepteur opioïde de fonctionner normalement. Alors que sinon, il est, on va dire, écrasé, que les gens s'arrêtent de respirer et que le cœur s'arrête. Tandis que là, ça permet une résurrection. La naloxone était réservée aux services d'urgence jusqu'il y a quelques années. On a maintenant des formes qui devraient être utilisables par tout le monde, qui sont des formes injectables et qui devraient être disponibles pour tous. Il y a une autre forme qui est une forme nasale, un spray nasal, comme vous mettez un spray quand vous êtes enrhumé. Pour le moment, elle est uniquement accessible dans les services d'urgence et dans quelques services d'addictologie spécialisés, mais elle n'est absolument pas accessible pour les patients eux-mêmes, mais pour leurs proches. Donc l'enjeu est capital, c'est la question que vous avez voulu poser au député La République En Marche, Olivier Véran, qui est médecin d'ailleurs lui-même, qui est élu à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit plus accessible? Il vous répond. Alors, moi, je me suis mobilisé très tôt sur la question de la naloxone. Dans le mandat précédent, j'avais écrit à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine. Ça devait être en 2013 déjà. Ça a mis beaucoup de temps à bouger. On n'est pas encore arrivé au bout du dossier. J'en discute actuellement avec le ministère de la Santé et avec les autorités sanitaires. Il y a une question qui porte sur le prix du médicament, il y a une question qui porte sur la sécurité du dispositif par voie inhalée, sur la disponibilité et sur la formation des acteurs. Mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui va avancer, qui va évoluer assez vite. Je vous le dis, moi, je le demande depuis 6 ans maintenant, donc il est temps. Vous êtes entendu, l'Assemblée nationale, là il y a un porte-voix, mais il est temps, dit Olivier Véran, pour vous, il y a même urgence. Oui, c'est pour ça que les associations de patients se sont mobilisées en nous disant on en a besoin, on ne veut plus voir mourir des gens sous nos yeux, nos amis sous nos yeux, alors qu'on sait qu'on peut être traité. Ça a remis un petit peu la question d'actualité, ce qui fait que le député peut continuer à la pousser, mais elle était un petit peu enlisée.
Une question rapide avant de conclure. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un antidouleur de synthèse qui enlève le caractère addictif de ces antidouleurs? Les laboratoires travaillent dessus? Les opioïdes, ça va, pour faire calmer la douleur et faire du bien, ça va se fixer sur des récepteurs, et quand on est sur ces récepteurs-là, il y a des risques de dépendance et d'atteinte, comme dans les surdoses, de la respiration. Tant qu'on travaillera sur des opioïdes, je vois mal comment on évitera le risque de dépendance. Donc, on l'évite par une bonne prescription et une attention portée à la consommation du patient. donc, la personne qui nous a écoutés et qui est sous tramadol, par exemple, vous en avez cité plusieurs, qu'est-ce que vous lui dites? De faire un point très régulier avec son médecin sur sa consommation, qui ne doit pas augmenter, qui doit toujours être adapté à la diminution de la douleur. Il peut ne pas s'en rendre compte. Il peut ne pas s'en rendre compte. Donc, quel est le petit indice qui devrait lui faire dire attention, là tu bascules dans quelque chose qui est dangereux? Il en a besoin de plus en plus et il en demande de plus en plus. Alors son médecin, par manque de formation, lui en donne, ou il commence à aller en chercher chez d'autres médecins. Et là, il y a un problème. Merci beaucoup, professeur, de nous avoir éclairé sur cet enjeu de santé publique pour éviter cette crise sanitaire majeure, très impressionnante aux États-Unis, rien à voir en France, mais... Il faut faire réellement attention, il y a des signes, il y a déjà des décès, on a un système qui est bien encadré, il y a des unités antidouleurs compétentes, il y a un travail de formation des médecins et d'information du public. Bien résumé, merci à vous, professeur. Merci de nous avoir suivis, à très vite sur la chaîne parlementaire pour un prochain numéro d'État de santé.